Merci beaucoup pour l'introduction. Merci d'ailleurs aussi à l'IDEAP de m'avoir invité ou d'avoir invité les BKV à présenter ce sujet qui, un peu hors de mon attente, est de nouveau très actuel. Pour vous dire, je vais me concentrer sur tous les aspects du démantèlement. C'est ce qu'était la gouvernance et surtout l'état du projet. Et c'est dans ce sens-là que je vais m'exprimer au nom des BKV. Et tous les aspects qui éventuellement peuvent intéresser concernant le débat énergétique, ça il faudra le laisser pour la fin et je vais m'exprimer que de manière absolument personnelle là-dessus. Alors le sujet c'est essentiellement l'état d'avancement pour passer du, la présentation précédente était réellement d'ordre stratégique et quasi stratosphérique. Là on passe bien davantage dans l'implémentation des principes de gouvernance dans un projet très important, dans un projet qui vaut environ tout coût confondu 1 milliard, dont évidemment une partie a déjà été dépensée, donc qui équivaut à un grand projet d'infrastructure. Pour mémoire, les tunnels du Lötschberg, puisque je suis proche de la capitale Berne, le tunnel du Lötschberg a coûté environ 4 milliards et demi. Le projet d'extension du Lötschberg est prévu de coûter environ 1 milliard, donc c'est un peu l'équivalent le démantèlement, c'est l'équivalent d'un peu de ce type de projet-là. Pour reprendre la décision, donc en 2013, on était dans un contexte complètement différent, et les principes de gouvernance qu'on a entendus dans la présentation précédente étaient réellement appliqués à ce moment-là, entre 2011 et 2013, parce qu'à ce moment-là, il y a eu couplé d'une part une surproduction d'électricité au niveau européen, puisque dans les années aux environs de 2010, il y a eu une explosion des constructions des centrales à gaz combinées. Et à ce moment-là, il y a eu l'accident de Fukushima qui a mis finalement le nucléaire en péril dans tous les pays, dans les pays de langue germanique, ou de culture germanique, l'Allemagne, l'Autriche et évidemment la Suisse. C'est dans ce contexte-là que le conseil d'administration a décidé en 2013 d'arrêter de l'exploitation de la centrale nucléaire. À l'époque, clairement pour des raisons économiques, les prix de l'électricité, non pas à la prise chez les particuliers, mais sur le réseau 380 kV, donc sur les hauts réseaux, étaient extrêmement bas, étaient de l'ordre de... Ils étaient 3 fois plus bas qu'aujourd'hui, si vous voulez. Donc, et puis les prévisions économiques ne permettaient pas une exploitation à long terme. Et c'est là qu'intervient finalement une espèce de sagesse helvétique qui a probablement aussi trait à la gouvernance, c'est qu'il y a eu vraiment une mise en commun des intérêts et aussi des compétences pour oser décider, avec 6 ans d'avance, de fixer une date, fin 2019, de manière à être préparé de manière optimale, pour véritablement les travaux de démantèlement. Alors, il y a eu tous ces aspects de procédure, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, entre les différents intervenants. Mais ce qui a été vraiment déterminant, c'était la clairvoyance du conseil d'administration de donner 6 ans pour la préparation de ces travaux techniques qui sont tout à fait intéressants. Mais en parallèle, ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que si vous donnez 6 ans à des équipes de préparer un démantèlement important, il faut assurer l'exploitation sûre de l'usine durant ces 6 ans. Alors il y a tout un aspect RH extrêmement important, a posteriori, qui a été bien géré pour pouvoir maintenir, avec les taux de disponibilité qu'on connaissait, de pouvoir maintenir l'exploitation jusqu'à fin 2019. Donc, décembre 2019, avec une présence médiatique extrêmement importante, l'usine a été arrêtée et on a pu démarrer, après les vacances de Noël, on a pu démarrer le 6 janvier, exactement comme on l'avait prévu durant ces 6 années précédentes. Et et aujourd'hui, on est encore réellement, comme on dit, on time, exactement dans le plan. On a pu commencer, on était dans les starting blocks et on a pu réellement suivre exactement conformément à la planification. Pour parler des intervenants, alors il y a l'exploitant, BKV. Il faut rappeler que BKV est propriété du canton de Berne, à plus de 51%. À l'époque, il y avait encore un petit peu du Jura, mais donc il est essentiellement le propriétaire, c'est le canton.
Il y a le propriétaire, c'est le canton. Ça, c'est l'exploitant, comment dire, oui, l'exploitant. Ensuite, évidemment, l'autorité suprême, c'était le DTEC. Enfin, ça est encore aujourd'hui le DTEC, puisque tout le nucléaire comment dire, est codifié au niveau fédéral. Donc, c'est la conseillère fédérale à l'époque, Madame Leuthard, qui en fait était, comment dire, la personne représentant l'organe suprême. Ensuite, le Conseil fédéral, dans différentes lois sur l'énergie nucléaire, est conseillé par une commission fédérale de sécurité nucléaire. Donc, c'est un collège d'experts qui conseille directement le Conseil fédéral sur l'efficacité de l'autorité de surveillance qui nous surveille de manière opérationnelle. Là-dessous, il y a effectivement les juristes de l'OFEN qui ont dirigé toute la procédure. Un aspect extrêmement important, enfin un aspect très important, c'était de concrétiser toutes les exigences légales. La plupart d'entre vous connaissent les batteries d'ordonnances, le niveau d'abstraction qui peut être inscrit dans ces ordonnances-là. Et quand vous êtes confronté la première fois dans le démantèlement d'un réacteur de puissance, il s'agit de concrétiser toutes ces exigences légales. Ensuite, en dessous de l'OFEN, il y a une inspection fédérale de la sécurité nucléaire, donc c'est l'autorité de surveillance, si vous voulez, qui délivre les autorisations aux installations nucléaires dès qu'il y a des changements, qui surveille aussi au quotidien l'exploitation des centrales. Cette autorité de surveillance, enfin l'IFSN, la plupart des gens n'imaginent pas tellement l'intensité, ont de la difficulté à imaginer l'intensité de la surveillance en matière nucléaire. On a aujourd'hui, d'ailleurs, les chiffres sont extrêmement transparents. Les exploitants ainsi que nous sommes astreints par la loi, ce qui est tout à fait juste, de payer toute l'activité due à la surveillance de la Confédération. Et aujourd'hui, on avait des coûts annuels de surveillance par l'autorité de surveillance de l'ordre de 10 millions par année dans les années 2018-2019. Et malgré le fait qu'on ait arrêté l'exploitation, on est encore à des coûts annuels de surveillance, d'autorité de surveillance qui sont de l'ordre de 8 à 9 millions par année. Ça veut dire qu'il y a environ, derrière chaque employé de la centrale nucléaire, il y a un employé, il y a un fonctionnaire de la Confédération qui surveille entre 4 et 5 employés à la centrale nucléaire. Donc il y a une intensité du contrôle qui est extrêmement élevée et qui est sans comparaison avec aucune autre branche de l'activité industrielle. Comme le projet est important, il y a évidemment aussi l'exigence légale d'un suivi environnemental. Donc on a évidemment affaire à l'Office fédéral de l'environnement. Et ensuite, toutes les parties prenantes, le canton de Berne, à la fois, non pas en tant que propriétaire, mais en tant que canton hôte, justement, qui était en droit de formuler des oppositions. Ensuite, les cantons voisins, Soleure, Fribourg, Neuchâtel et Vaud, et évidemment les communes et les personnes privées dans un rayon qui est aussi défini par une loi sur les accidents nucléaires. Il y a des zones d'urgence qui sont encore aujourd'hui définies. Donc tous ces gens-là étaient à même de formuler des oppositions lorsqu'on a déposé le projet en avril 2016. On a eu d'ailleurs extrêmement peu d'oppositions. Il y a eu moins de 10 oppositions qui ont été évidemment levées, qui ont été discutées et qui ont pu être levées au moment où l'autorisation a pu être publiée en 2018. Mais pour préparer justement toute cette procédure officielle, les différents décideurs, donc le patron de l'OFEN, le patron de l'IFSN, l'exploitant, BKV ainsi que le canton ont décidé de faire un comité de coordination. Donc quand des décideurs sont invités à faire un comité de coordination, les décideurs ont besoin de décider. Donc il faut préparer des décisions. Et derrière, ça a conduit à créer des groupes de travail concernant la procédure à suivre, concernant ensuite un groupe de travail beaucoup plus technique et évidemment un groupe de travail de communication. Donc ça nous a occupé pendant 2 ans jusqu'au dépôt de la demande de désaffectation. Il y a encore une petite parenthèse, le mot courant en français, c'est le démantèlement. Il y a eu un mot qui a été inventé en français fédéral qui s'appelle la désaffectation, dont j'ai de la peine à définir. C'est essentiellement le travail de démantèlement plus les aspects juridiques. Enfin, au quotidien, on parle de démantèlement
Malheureusement, en France et fédérale, ils ont inventé la désaffectation. Le calendrier de l'OFEN qui a été publié en 2014, et c'est ce qui est important, et c'est ce qui montre aussi que le consensus était extrêmement grand et que probablement tout le monde a plutôt bien fait son travail dans la préparation de ce démantèlement. C'était le calendrier, enfin, je me répète, excusez-moi, c'était le calendrier publié fin 2014 par l'Office fédéral de l'énergie, et on a pu tenir le calendrier à un mois près en publiant, on a réellement pu tenir le calendrier. C'est assez surprenant pour quand même un projet d'infrastructure, de beaucoup d'importance. L'entrée en force de la décision de désaffectation, après avoir levé d'éventuels recours, etc., était prévue pour l'été 2018. Il y a eu des oppositions en 2016, des prises de position des cantons. Tous ces thèmes ont été discutés. Les oppositions ont été partiellement intégrées à la décision de désaffectation. La décision de désaffectation a été publiée, comme c'est indiqué là, en juin 2018. Et les délais de recours passés en septembre, on s'est aperçu que personne n'avait déposé de recours. Donc tous les aspects juridiques étaient réglés, et c'est ce qui nous a permis, à la satisfaction de ce qu'on appelle les stakeholders, de tout le monde, à la fois de la Confédération, du canton en tant que propriétaire, du canton en tant que canton hôte et de l'exploitant. On a pu commencer les travaux, on a pu arrêter le 6 janvier 2020. En résumé, c'est comme ça, c'est un bon exemple de travail, d'un travail robuste, d'un travail efficace entre les différentes parties. Alors évidemment, il y avait un grand consensus politique de la part d'une majorité rose-verte du canton de Berne. Il y avait la centrale nucléaire de taille moyenne, voire plutôt de taille petite, dont les perspectives économiques n'étaient pas suffisamment roses en 2013. Il y avait un grand consensus, mais malgré tout, on a pu tenir un calendrier politico-juridique quand même assez serré pour être prêt à démarrer, encore une fois, je me répète, le 6 janvier 2020, après avoir arrêté la centrale juste avant Noël. La feuille de route, un objectif ou une représentation, une impression visuelle extrêmement importante pour tout le monde, du président du conseil d'administration aujourd'hui, au chef de la production, aux gens sur le site, et y compris aux collaborateurs qui, à la fin, font réellement le travail, c'est d'avoir justement cette vision, où est-ce qu'on veut aller et de s'y tenir. Alors on a commencé en 2015 de manière officielle. On a pu commencer immédiatement après l'arrêt de l'usine des premières opérations de démontage en salle des machines. En 2020, on a commencé le démantèlement nucléaire. En 2024, au plus tard, on aura évacué tout le combustible nucléaire du site. Tout le combustible nucléaire sera dans le site intermédiaire à Zwielach, qui est prévu à cet effet. Et il nous reste en 2031. L'objectif, c'est de dénucléariser le site. C'est d'avoir des bâtiments vides et de répondre à l'exigence de libération, d'avoir libéré le site de toute de matière nucléaire. Donc toutes les exigences, on va dire, de radioactivité doivent être remplies. Ce n'est pas l'objectif de raser tous les bâtiments. Raser les bâtiments, le travail de démontage ou de démantèlement conventionnel, il est prévu d'être fait à partir de 2031 jusqu'en 2034-2035, où les bâtiments finalement dénucléarisés devraient être démontés ou affectés à une autre affectation. Pour cela, la décision de désaffectation que le DTEC a publiée, elle nous impose de déposer une deuxième demande pour un projet de démantèlement conventionnel en fin 2027. Alors évidemment, ça a une dimension tout à fait différente. C'est un travail de génie civil sans tous ces aspects nucléaires qui nous ont beaucoup occupés ces dernières années. Mais malgré tout, c'est un nouveau processus juridique qui va commencer dès fin 2024-2025. On va de nouveau entrer en négociation avec les différentes parties prenantes. Mais pour l'instant, je me concentre effectivement sur
sur le projet évidemment nucléaire. Je vous ai indiqué que dès la décision prise fin 2013 d'arrêter, il fallait, avec l'équipe d'exploitation, continuer d'exploiter de manière évidemment sûre et avec de rester au réseau pendant 6 ans. En parallèle, on a créé le pôle de désaffectation, où on a fait toute la préparation stratégique, ces aspects dont je vous ai parlé. Et dès fin 2018, on est retourné sur le site. Pour travailler avec l'équipe d'exploitation. Aujourd'hui, on appelle ça la post-exploitation. On parle très très peu le français, malheureusement, à Muhleberg. Je fais partie des derniers Mohicans, ou d'un des derniers Mohicans. Il y avait davantage de romans il y a une dizaine d'années. On parle de Betrieb, de Nachbetrieb, enfin d'exploitation et de post-exploitation. En 2 mots, donc cette organisation hiérarchique à 2 pôles. À gauche, les gens s'occupent de l'exploitation au quotidien, l'aspect opérationnel, et à droite, l'équipe dont je fais partie, on prépare on définit les options stratégiques, on prépare les gros appels d'offres, on fait le controlling des coûts, après toutes les basses tâches de compta, etc., pour que les coûts jouent, et puis on essaye de donner des impulsions pour gérer et pour planifier les travaux de manière optimale, parce que l'échéancier est, en comparaison internationale, il est agressif et on a envie de le tenir. Et ce qui est d'ailleurs très intéressant, et c'est, pour tout dire, pour un ingénieur, c'est hyper cool, parce qu'il y a vraiment, c'est un nouveau métier, et il y a vraiment des tâches au quotidien qui sont vraiment intéressantes. En 2 mots, il y a environ 300, c'était à 300 personnes fin 2019, aujourd'hui 270, quelque chose comme ça, avec une tendance à la baisse. Et le challenge, c'est pas du tout de garder les gens, puisque la moyenne d'âge à l'époque était environ de 50 ans parmi les collaborateurs. Donc le challenge, c'est de retrouver des spécialistes pour compenser les départs à la retraite. Donc les gens partent plus vite que ce qu'on souhaite. On a évidemment une courbe décroissante, parce qu'il faudra 0 spécialiste du nucléaire ou 5, ou entre 0 et 5 d'ici 2030 et quelques. Mais par contre, les gens nous quittent plus rapidement que ce qu'on souhaite, donc il faut malgré tout réengager. Alors ici, environ aujourd'hui 270 personnes. De ce côté-là, on n'a jamais été beaucoup plus que 15. Aujourd'hui, on est 15. On a eu à un moment donné quelques consultants. On est entre 15 et 20. On est aujourd'hui 15 à gérer le projet. Du point de vue de l'organisation, maintenant du point de vue des projets, on a coût total 1 milliard en calculant les coûts qui ont déjà été, enfin tous les travaux qui ont déjà été effectués, quelques éléments de structure. Donc l'organisation de la désinfectation et l'organisation du site mettent à disposition les ressources, et de ce côté-là, on a à la verticale, j'essaie de représenter ce qu'on appelle des programmes. Les activités sont groupées en 3 programmes principaux: le démantèlement, le traitement des matériaux, ensuite la post-exploitation. Je vais essayer de vous donner un petit feeling de ce que ça veut dire, et ensuite évidemment l'élimination et le traitement des déchets. Et derrière, je dis pas, enfin derrière il y a un projet de démantèlement. À la fin, on arrive à plus d'une centaine d'éléments de projets qu'il faut gérer avec des chefs ou des sous-chefs de projet. C'est pas très intéressant. Et une dizaine de projets de post-exploitation. Ça veut dire que vous avez une centrale nucléaire de puissance qui fonctionne à plein régime. Vous arrêtez de produire 400 MW électriques, il reste de la ventilation, il reste un traitement des effluents, il reste une alimentation électrique, mais tout doit être redimensionné pour des consommations beaucoup plus faibles, et tout doit être redimensionné pour pouvoir tout arrêter en 2031. Donc il y a tout un travail d'ingénierie et de remplacement de systèmes plus simples et plus petits et beaucoup plus mobiles surtout, pour assurer le démantèlement de manière continue jusqu'à la fin. Alors maintenant, je passe un petit peu à la partie, je me permets toujours de dire la même chose, c'est plutôt la partie Disneyland, Entertainment, pour que vous ayez un petit peu une impression de ce qui se passe dans la centrale nucléaire.
je me suis permis de maintenir les abréviations en suisse-allemand. En allemand, c'est plus simple parce que sinon, je crée des abréviations qui ne veulent rien dire. Donc, Mühleberg, on est situé à 15 km à l'ouest de Berne, le long de l'Aar. L'Aar coule comme ça. Vous avez O pour Est, la ville de Berne qui est à l'Est. Et là, vous partez en direction du nord vers le lac de Bienne, si vous voulez. La Sarine, d'ailleurs, elle est 2 km ou 3 km en aval de la centrale. Donc, on est vraiment sur le rideau de Rösti. L'axe de la centrale nucléaire, vous avez la salle des machines. À l'époque, il y avait les 2 turbines qui produisaient les 400 MW électriques, le bâtiment cylindrique réacteur, et ensuite le système autonome de sûreté qui a été reconstruit en fin des années 80 en cas d'accident hypothétique maximal, etc., qui garantissait, disons, un très haut niveau de sûreté. Et comme il n'y a jamais eu de souci, le bâtiment de sûreté, il est aujourd'hui non nucléaire, donc il n'y a pas de problème de démantèlement nucléaire. Le challenge, évidemment, c'est de démonter tous les systèmes pardon, j'ai de la peine à utiliser votre pointeur, ce qui me dérange. Ah, pardon, voilà. C'est de démonter les systèmes nucléaires, donc l'enceinte de pression, d'évacuer ou de transporter les éléments combustibles vers le site de stockage et de démonter toutes les turbines, tous les éléments nécessaires à la production d'électricité. Dans une centrale nucléaire, c'est un peu comme chez les pompiers, pour définir les étages. On ne parle pas en étage, on parle de niveau de plancher par rapport à un niveau zéro. Et ça, c'est la partie la plus importante. Quand vous êtes en dessus du réacteur, c'est là que vous accédez. Vous pouvez d'ailleurs y accéder en permanence, évidemment, même en exploitation. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'était la situation en arrêt de tranche. Lorsque vous faites une révision de la machine, lorsque vous changez le combustible, même si on change très peu de combustible, on changeait quand même de combustible pendant environ 25 jours chaque année. Le réacteur étant arrêté, ces éléments de blindage enlevés, les différents couvercles ouverts, et tout est, évidemment, tous les travaux sont sous l'eau et on remplit cette fosse. L'eau est en permanence là, ça c'est l'enceinte de pression, et vous êtes rempli d'eau, y compris dans l'enceinte de cuve tout en haut, et tous ces bassins sont reliés. Donc on avait cet état-là en matière de... On est quelque part dans Tintin, Voyage sur la Lune, quelque part un peu industrie spatiale pendant ces périodes de 25 jours. Donc avec beaucoup de spécialistes et surtout beaucoup de matériel. Et la première opération, à partir du 6 janvier 2020, c'était de se débarrasser de tout ce matériel pour pouvoir avoir la place, pour ensuite accéder pour démanteler l'intérieur de la cuve et la cuve en elle-même. Alors voilà l'image qu'on avait habituellement la dernière fois en août-septembre 2018. Et très rapidement, 6 ans de planification. On commence par démanteler les blindages de béton, à transférer les éléments combustibles qui sont sous 20 mètres d'eau, à démonter différents systèmes. Et puis, l'autorité de surveillance nous a demandé de faire quelques modifications pour assurer un niveau de sécurité encore beaucoup plus grand pendant les 4 ans de présence de combustible nucléaire sans être en exploitation. Donc il y a eu aussi des travaux d'amélioration encore jusqu'au 15 septembre 2020 à peu près. Alors je vous montre des images, énormément de scies à diamant, de scies à fil pour découper les éléments de béton pour ensuite les transporter. Ici ensuite, avec aussi d'autres scies à fil avec des diamants un peu plus sophistiqués, démonter les gros couvercles, les gros couvercles de l'enceinte de confinement pour obtenir un maximum de place, pour ensuite amener la robotique qui va permettre de démonter tout ce qui est à l'intérieur de la cuve du réacteur. Ce dont je n'ai pas parlé, et ce qui est difficile pour la plupart des gens qui n'ont pas un petit background d'ingénieur, qui ne sont pas forcément physiciens, c'est les calculs en matière d'ordre de grandeur. Alors quand on parle de radioactivité, la première chose à essayer de comprendre, c'est d'avoir cette notion d'exponentielle. La plupart des gens en ont entendu parler pendant le Covid, mais il faut toujours penser en matière exponentielle. Et alors quand on est très très proche du cœur du réacteur, vous avez des taux de radioactivité extrêmement élevés,
et ils sont même plus qu'extrêmement élevés, avec énormément de chiffres, énormément de zéros à gauche de la virgule. Et quand vous vous en éloignez et que vous avez ces structures de blindage en béton, vous avez une radioactivité qui est un peu supérieure à ce qu'on a ici, mais qui n'est pas dramatiquement élevée. Donc il faut toujours adapter au taux de radio, il faut toujours adapter le blindage, les travaux, l'organisation des travaux en fonction de ces taux de radioactivité-là. Ça, c'est finalement une chose à garder en tête. Il faut non seulement démonter des masses, la masse de matière, le béton, l'acier, etc., mais il faut aussi toujours penser au taux de radioactivité. Donc vous avez toujours un jeu. Est-ce qu'on travaille sur beaucoup de radioactivité, très très peu de masse, ou beaucoup de masse avec peu de radioactivité? Ça, c'est les deux, comment dire, c'est le challenge. Ensuite, pour voir un peu, le nucléaire, c'est des places de travail à beaucoup de valeur ajoutée. Là, il y a un bel exemple de démontage, de système de contrôle des barres qui permettaient de gérer la puissance du réacteur, la pédale des gaz, si vous voulez. Dans un réacteur à eau bouillante, comme on avait à Mühleberg, ces barres de contrôle est en dessous. Il y a un petit film, et là, vous avez, c'est le design. Là, on était capable à Mühleberg de faire tous ces travaux. Donc, ouais, encore une fois, c'est des travaux à beaucoup de valeur ajoutée avec des spécialistes. Le nucléaire, en tout cas en Suisse, c'est un gros bateau avec des gens qui restent 20 ans, 30 ans de boîte, avec beaucoup d'expérience. Donc, le 15 septembre, il y a un aspect juridique. L'autorité de surveillance voulait maintenir, ou bien a exigé qu'on maintienne la licence d'exploitation jusqu'à fin septembre 2020 pour pouvoir effectuer les travaux, pour ensuite faire une inspection extrêmement importante pour décréter la fin de la licence d'exploitation. Et au moment de la fin de la licence d'exploitation, formellement, cette décision, Verfügung en allemand, cette décision du DTEC, du démantèlement, est réellement entrée en vigueur de manière légale. Et les travaux ont continué. Là, vous avez la vue de la salle des turbes, de la salle des machines en exploitation. Donc, c'est propre, Ripollin à la Suisse allemande. Et rapidement, on a évoqué, il fallait démonter, recycler tous ces blocs de béton qui sont en fait des blocs anti-éclat autour de chaque grosse turbine de puissance. Il faut éviter le cas hypothétique d'une rupture de turbine. Donc vous avez ces blocs de béton. Comme on est dans une centrale nucléaire, il y a des mesures de radioactivité de libération extrêmement importantes. Et puis, l'acuité ou la précision avec laquelle ça doit être fait, vous pouvez vous le distinguer sur le quadrillage ici. Chaque quadrillage correspond à un point de mesure qui a dû être noté, protocolé et qui est à disposition de la centrale nucléaire pour s'assurer qu'aucune matière radioactive ne quitte le site, que tout ce qui quitte le site et qui est libéré réponde aux exigences légales. Ensuite, après des travaux d'ingénieurs extrêmement importants, le stator, même si on avait des turbines taille moyenne, ce stator, c'est la dynamo du vélo, si vous voulez. C'est la partie fixe de la dynamo du vélo. Elle a un poids de 150 tonnes. Quand vous avez une grue en exploitation normale de 80 tonnes, eh bien, vous avez tout un projet d'ingénierie pour installer des ponts roulants dans des endroits déjà assez serrés, monter des ponts roulants pour ensuite transporter à raison de 2 cm par minute, je crois, de manière à déplacer un des deux stators. Ici, le film montre un des deux stators pour aller le déposer sur un 1000 pattes avec je ne sais plus combien, 28 axes ou je ne sais plus combien, pour ensuite être emmené pour être complètement recyclé dans les maisons de recyclage. Après les transfos, très rapidement, les transfos de puissance, aussi des transports de 150 tonnes. Et là, on passe dans la partie nucléaire, donc dans le bâtiment réacteur. Ce qui est aussi important aujourd'hui en matière de risque, en particulier pour le personnel, c'est l'exposition aux toxiques absolument conventionnels. Donc
en allemand, les PAK, les PCB, les hydrocarbures polycycliques, voilà, les hydrocarbures polycycliques. Comme on avait des gros réservoirs d'eau, on voit par exemple sur cette image, on voit ici ces couches de goudron pour maintenir, pour assurer le fonctionnement du tore, pour pas qu'il y ait de corrosion, etc. C'est essentiellement ça qui détermine aujourd'hui la protection des travailleurs dans le démantèlement davantage que les taux de radioactivité, parce qu'on a beaucoup l'habitude de ça. Donc là, on a beaucoup de compétences dans cette matière-là. On a dû apprendre beaucoup justement pour gérer les toxiques, tous ces toxiques beaucoup plus conventionnels. Ensuite, les travaux les plus passionnants, c'est la partie très haute radioactivité, ce qui est dans l'enceinte de pression. Alors là, on amène de la robotique pour faire tous ces travaux sous l'eau. Et on a pu faire ces travaux sous l'eau on a bien démarré jusqu'en octobre 2021. Déterminé par la physique, on avait prévu dès mars 2022, dès le mois dernier, de commencer l'évacuation des éléments combustibles. Et on a commencé à la Suisse allemande le jour prévu. Et là, des environ 400, on avait plus de 400 éléments combustibles, on a déjà pu finir la première campagne de transport, environ 50 éléments combustibles qui ont été transportés à Zwilag, qui ont été transportés en Suisse allemande dans le site intermédiaire de stockage. À Mühleberg, c'est un peu compliqué parce que la centrale est trop petite pour directement utiliser les conteneurs de stockage qui défrayent la chronique en Allemagne, ces gros conteneurs de stockage qui sont représentés là. Comme on est petit, on a une espèce de bouteille thermos intermédiaire mais qui pèse elle-même aussi 40 tonnes, dans laquelle on transporte 7 éléments combustibles à la fois. Et tout ça, c'est géré, évidemment, c'est géré par nous-mêmes, enfin par les collaborateurs de la centrale, pour ensuite aller au site de stockage intermédiaire. Et là, vous avez tout le combustible nucléaire utilisé de l'Helvétie depuis les 40 dernières années. Encore une fois, c'est l'intensité de matière du nucléaire, elle est extrêmement faible, beaucoup d'énergie pour beaucoup de radioactivité et pour extrêmement peu de matière, pour faire court. Les séquences de l'opération de démantèlement, toutes les séquences de démantèlement, c'est évidemment pas l'ordinateur, c'est pas la digitalisation qui va faire le travail, mais toutes les opérations sont digitalisées, c'est-à-dire que chaque intervenant signe toujours dans un programme de gestion informatique où toutes les procédures, chaque pas de travail a été implémenté et préprogrammé. Donc alors là, il y a l'exemple de la mise hors service avec des procédures et des codes de couleurs très déterminés. Ensuite, il y a un autre processus qui est le démontage. Ensuite, le processus suivant qui est le désassemblage des matériaux. Parce que dans la plupart des cas, la règle générale, c'est tout ce qui est libéré, donc tout ce qui peut être retraité de manière conventionnelle, on doit le mesurer, qu'il réponde aux normes légales, que la radioactivité ne dépasse pas les normes légales de l'ordonnance de la radioprotection, avec des batchs de 100 kg. Donc le batch ne peut pas être plus grand que 100 kg pour libérer de la matière. Donc on estime, si les gens ont envie de faire un petit calcul, essayer de calculer, on doit démonter environ 16 000 tonnes jusqu'en 2030. Si vous en prenez 10 000 à des batchs de 100 kg, ça vous fait 100 000 batchs de mesure. Chacun travaille à peu près 200 jours par année sur 10 ans. C'est très vite calculé. Les ordres de grandeur sont rapidement calculés pour comprendre que la logistique est vraiment l'élément central de toute cette organisation. Et en plus, si vous imaginez que chaque batch doit être touché 5 ou 6 fois, vous arrivez assez précisément à calculer ensuite les paramètres, quel est le rendement par intervenant, les nombres de kilos qu'il doit démonter chaque jour, le nombre de kilos de matière qui doit être passé par la libération. L'état prévu de l'installation, une fois que tout a été démonté, le fait de dénucléariser, ça veut dire que toutes les surfaces intérieures de ce qu'on appelle les zones contrôlées, où on a travaillé avec la radioactivité, doivent être mesurées. Et là, il y a aussi des exigences. On va aller au maximum à 1 mètre carré, à 1 mètre carré de surface. Donc, pour chaque mètre carré à l'intérieur de ces zones contrôlées, il va falloir faire une mesure, il va falloir faire un protocole écrit, informatisé, et il va falloir mettre ce protocole
à disposition de l'autorité de surveillance qui, à tout moment, puisse aller contrôler les mesures. Et comme on a 100 000 m² de surface intérieure, on a encore dans un laps de 2 ans, entre 2029 et 2031, environ 100 000 mesures à faire. Chaque mesure durant environ une demi-heure. Il y a une équipe qui est déjà en train de calculer quel est le nombre d'intervenants, comment organiser, etc., pour pouvoir effectuer ça, dans les délais impartis par la planification. Il y a toujours l'aspect, la polémique autour du nucléaire a quand même beaucoup baissé. Il y a toujours l'aspect des coûts. Donc je me suis permis, il y a toujours la question à poser, de directement aborder ça aussi un peu à faire avec la gouvernance. La loi sur l'énergie nucléaire demande depuis, je crois, 1980, dans un cas, début 1980, pour le traitement, pour l'élimination des déchets, je crois, mi-80, fin 80, la loi pour le démantèlement la loi exige des exploitants de financer, non pas à coup de provision cachée dans l'entreprise, mais vraiment de financer de manière cash le démantèlement. Donc depuis les années 80, les exploitants de centrales nucléaires payent chaque année des sommes importantes qui vont dans un fonds, qui vont dans 2 fonds différents, qui sont gérés par un comité nommé par le Conseil fédéral. Et ces fonds, il y avait à l'époque une abréviation française qui a disparu, ça s'appelait essentiellement le Stenfonds, Stilllegung und Entsorgungsfonds. Et depuis qu'on est en démantèlement, on doit, pour financer les travaux, dans la plupart des cas, on fait une demande aux gens qui gèrent le fonds pour pouvoir ressortir le cash que l'exploitant, que nous avons versé ces 20 ou 30 dernières années pour financer les travaux. Donc là, il y a tout un côté de gouvernance qu'il a aussi fallu mettre en place. Comment on est d'ailleurs, je crois que ça a été d'ailleurs inspecté par l'inspection fédérale ces derniers mois, parce que de nouveau, il a fallu implémenter, donc c'est vraiment aussi intéressant, on est les premiers à faire ça. Quel est le niveau d'exigence du comptable, enfin des comptables du Stenfonds pour nous redonner le cash auquel on a droit pour pouvoir financer les travaux de démantèlement. Donc, alors, et puis là, j'ai rapidement, il y a une demande de budget, enfin, c'est un processus qu'on a établi maintenant depuis 2 ans et puis qui fonctionne bien, on fait nos demandes. Et puis le Stenfonds nous finance selon cette procédure-là les différents travaux. Les fonds, ils progressent, le rendement des fonds, il progresse essentiellement avec, comme un fonds de 3e pilier, pour faire simple. Et puis, depuis, vous voyez, on a on a fait le folio là depuis 2007. Pour le moment, on est aussi avec une bonne robustesse helvétique. On est largement au-dessus, on est bien en dessus des objectifs. Et puis, au contraire du débat politique, ni l'exploitant, ni l'autorité de surveillance se fait du souci pour le financement, ni pour le financement du démantèlement, ni pour le financement du traitement et l'élimination des déchets radioactifs. Voilà en 2 mots. Ça, c'est pour finir la partie BKV. Le coût total, avec les coûts déjà impartis pour tout ce cycle nucléaire qui se finit pour BKV, c'est environ 3 milliards. Il y a une partie des provisions, la post-exploitation actuelle, c'est un petit détail, c'est financé directement par l'entreprise, alors que les travaux de démantèlement et les travaux d'élimination et de déchets sont financés de manière indirecte par l'entreprise depuis 1980, payés à ce fonds géré par ce comité nommé par le Conseil fédéral, dans lequel on refait ces demandes. Alors, donc là aussi, encore une fois, du point de vue du financement, on est plutôt robuste. À la fin, pour l'instant, le projet est réellement on track. Il y a beaucoup de sagesse, encore une fois, d'avoir arrêté l'usine et de nous avoir donné du temps, plus de 6 ans pour planifier l'arrêt de l'usine. Ça, c'est une sagesse vraiment helvétique. Et ça nous permet de démonter de manière absolument sûre.
comme le nucléaire, on était bien préparé. Moi, j'ai connu H1N1, H3N1, donc on avait des plans de pandémie. On n'a pas arrêté, on n'a pas perdu une heure dû au Covid. Par contre, la cantine, évidemment, il y a eu une part de home office, on était à distance dès les premiers jours. On a très rapidement pu implémenter tout ça, on n'a jamais été ralenti par le Covid. Le financement est assuré. Ouais, encore une fois, c'est le plus important, cette planification précoce et le consensus entre tous les intervenants au niveau le plus élevé de la gouvernance. Ça vraiment, c'est la clé du succès aujourd'hui. Et puis, voilà, on utilise le savoir-faire des derniers Mohicans du nucléaire à Mühleberg pour démonter. Du point de vue de l'entreprise, rien n'est perdu, évidemment. À mon avis personnel, il y a beaucoup de savoir-faire qui est perdu, en tout cas dans cette région de Suisse, mais c'était la décision, du canton des propriétaires en 2013. Et c'est comme ça que je terminerai ma présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois que l'heure a bien tourné. On va être obligé de raccourcir au maximum cette séance de questions. J'aimerais peut-être quand même juste passer, vous l'avez dit au départ, vos réponses seront peut-être plus personnelles que représentant la position de BKV, mais simplement reposer une question. Vous nous avez présenté de manière très exhaustive la gouvernance technique, en fin de compte, de cette désaffectation du site de Mühleberg. Maintenant, aujourd'hui, évidemment, dans le contexte actuel, se pose la question de la gouvernance politique de ce type de désaffectation. On voit des positions très différentes entre l'Allemagne et la France, par exemple, sur ce plan-là. Quelle est votre opinion sur l'opportunité d'avoir fait ce travail et sur la manière dont le politique se positionne dans cette question de la production d'énergie? En 3 minutes. En 3 minutes, ouais, bon appétit, ouais. Ouais, c'est, comment dire, pour éviter de tomber dans la banalité, alors c'est un avis extrêmement personnel, moi j'ai grandi finalement, ce que je veux dire, je suis né avec 316 unités de CO2. Je ne sais pas si vous comprenez les ppm, mais quand je suis né, il y avait 316 ppm de CO2. Aujourd'hui, on est à 420. L'augmentation, le réchauffement climatique, on peut prouver scientifiquement aujourd'hui que l'augmentation du CO2, on n'a jamais vu ça depuis 800 000 ans. Ça, c'est le professeur Stocker de l'Uni de Berne. Et ça veut probablement dire qu'on ne peut pas prouver plus loin. Par contre, on est assez certain que ça fait depuis des millions d'années qu'on n'a pas vu cette augmentation de CO2-là. Un des profs de l'EPFL de l'époque, M. Ligou, en 1980, vous disait, vous allez voir, le CO2, c'est la catastrophe, faites du nucléaire. Et c'est ce qui m'a convaincu d'entrer dans le nucléaire. Et c'est ce qui a fait que j'ai fait toute ma carrière dans ce période. Et du point de vue du physicien, avec les densités énergétiques en jeu, le très peu de on a extrêmement peu de matière. Alors évidemment, il y a un risque potentiel, mais quand on le gère dans des sociétés compliquées, avec beaucoup de technicité et beaucoup de devoirs moraux aussi, dans une société évoluée comme ça, moi je suis assez certain que le nucléaire va revivre tout simplement, parce que c'est pas possible d'assurer un niveau de vie correct. Quand je suis né, il y avait 3 milliards d'habitants sur la planète, et il y en a 8 milliards aujourd'hui. Le CO2, le réchauffement climatique explose. Je ne dis pas que c'est la seule solution. La première solution, c'est quelque part, et c'est un avis extrêmement minoritaire et exotique, il faut réfléchir à la décroissance, il faut réfléchir à baisser, à absolument baisser, toute la consommation de ressources primaires. Pour faire encore plus personnel, j'ai découvert, et c'est quand même, et j'ai trouvé ça, très très subversif. J'ai découvert un lait d'avoine qui s'appelle Wow No Cow. Il faut bien se mettre ça en tête. Wow No Cow en Suisse, c'est vraiment impressionnant dans un débat où encore le lobby agricole est extrêmement fort. Donc moi je suis extrêmement inquiet personnellement sur l'évolution du climat et puis sur l'évolution de la planète. Et je pense que baisser les consommations, être beaucoup plus modeste au quotidien. Et en parallèle, le nucléaire, je suis absolument certain que ce soit la fission plus moderne, voire un réacteur de fusion, va jouer un rôle.
si on veut que l'humanité survive. Alors ça, maintenant, ça c'est encore bien au-delà, c'est mon avis très personnel. La gouvernance était très différente en 2013, une majorité rose-verte dans le canton de Berne, une conseillère d'État en charge de l'énergie qui était une opposante historique, on peut dire, à Mühleberg. C'est elle qui a fait nommer une femme à la tête de BKV à l'époque, Madame Thomas, qui est en train de partir d'ailleurs, avec une vision très claire, mais elle avait réellement la Aufgabe, comment est-ce qu'on dit, elle avait la tâche de préparer ça. Et au niveau fédéral, les majorités politiques étaient telles à l'époque que le consensus était grand. Moi, ça m'a permis d'apprendre un nouveau métier, pardon, c'est celui du démantèlement. Donc, c'est tout bénef pour moi. Mais au niveau de la stratégie énergétique du pays, c'est un tout autre débat. Merci beaucoup. Une question très rapide, et puis après on arrête. Je crois que ce que vous avez présenté, ce n'est pas une crise, contrairement au thème de la journée, mais c'est un succès. C'est une histoire d'un succès que vous êtes en train de vivre. Mais vous avez raconté que la moitié de l'histoire, puisque la vraie autre moitié se trouve au niveau de la recherche de sites pour les déchets nucléaires. Donc là, vous êtes dans la situation assez confortable dans la mesure où le thème a été scindé en deux. Démantèlement, d'une part, et puis déchets nucléaires, d'autre part. Et politiquement, on a réussi à scinder en deux ces deux thèmes, ce qui n'est pas facile dans d'autres domaines où vous avez aussi des déchets dangereux et la production de déchets où la séparation n'est pas tellement réussie. Donc c'est juste une observation qui est peut-être responsable pour le soi-disant succès de votre histoire jusqu'à maintenant. Merci. Alors évidemment, j'entends les vibrations plutôt critiques de votre remarque. C'est à l'IDEAP évidemment d'inviter éventuellement un des chefs de projet de la NAGRA qui est en charge de la recherche du site. Au niveau de l'actualité, ce qui est important de savoir pour le public, c'est que la NAGRA va proposer, selon mes informations, mais qui sont publiques, qu'on peut lire sur le site de la Confédération, va proposer de manière définitive les 2 ou 3 sites où le déchet final devrait être construit fin de cette année, en septembre ou en octobre 2022. Donc là, il va y avoir de nouveau un débat politique, une vue un peu plus importante. Indépendamment de ce qu'on fait des déchets, cher monsieur, il faut gérer le démantèlement. Donc mon job, c'est de gérer le démantèlement, et c'est ce que j'ai présenté aujourd'hui. La gestion des déchets, c'est un aspect différent. J'ai une dernière remarque peut-être à faire à ce sujet. J'ai un des domaines qui me concerne moi, c'est la gestion des déchets conventionnels, déchets toxiques conventionnels, qui, comme je vous ai montré, qui tombent en petites parties, mais dont on doit aussi s'occuper. Je gère un petit projet pour essayer de mesurer au mieux, parce que c'est un devoir moral que j'ai, l'impact écologique, donc faire l'impact écologique pour le faire au mieux, limiter les distances de transport, etc. Et je me suis aperçu, pas plus tard qu'avant-hier, que l'Office fédéral de l'environnement a demandé une étude pour évaluer les effets à long terme des décharges de déchets toxiques type E jusqu'à 60 000 ans. Donc ça a été assez bon pour moi, de voir que le traitement des déchets toxiques aujourd'hui, on est au même stade que le nucléaire il y a 40 ans, on va aussi s'occuper en matière de décharges toxiques. Moi je suis voisin de Teuftal, de ce qui va arriver à très 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 long terme. Donc il n'y a pas que nous qui avons des challenges à régler en matière, c'est toute la société industrielle, toute la société extrêmement technique et développée qui doit gérer son back-end, non seulement dans le nucléaire, mais aussi dans le domaine tout à fait conventionnel. Votre chauffeur privé vous attend, sauf erreur. On va devoir donc en rester là. Pour d'autres questions, ma foi, il faudra une autre occasion de vous rencontrer, M. Miazza. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. Merci beaucoup.